Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute donc de Radio Courtoisie avec Henri de Lesquen. Et Marie-Françoise Béal. Oui. Et non pas Anne-Laure Malher qui est amenée à d'autres activités. Voilà, mais plus vacancières, on va dire. Oui. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est le suivant, la psychanalyse, science ou subversion, point d'interrogation. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous recevons aujourd'hui le professeur Jacques Coraz, docteur en médecine, psychiatre, auteur de Psychologie et médecine chez PUF, et le docteur Zinglind Jung, médecin, psychiatre. Jung, I-U-N-G. Voilà, alors merci beaucoup Marie-Françoise. Pour cette émission un peu spéciale de notre libre journal des idées politiques, j'ai quelques avertissements à donner. D'abord, je demande aux parents d'éloigner les enfants du poste, parce que nous allons parler d'un sujet qui n'est pas convenable, qui est la psychanalyse. Et si les médecins, je vois que le professeur Coraz me considère cet avertissement comme totalement superfétatoire, mais je pense que les jeunes oreilles ne doivent pas entendre ce qu'a dit Freud dans ses écrits, et que par conséquent, il faut que nous puissions parler librement. Et les médecins, car j'ai invité 2 médecins aujourd'hui, aiment bien appeler, ce n'est pas un jeu de mots, un chat, et parfois même, certains auraient tendance à dire Sigmund d'un fripon, mais justement c'est le sujet de notre disputatio. Alors, je suis revenu pour cette émission à la formule initiale de cette jeune émission qui n'a qu'un an, c'est-à-dire la disputatio. La disputatio, ça n'est pas la dispute, enfin on espère que sur Radio Courtoisie, ce sera un débat parfaitement courtois et en même temps sans concession, argumenté. Dans l'heure et demie qui nous est impartie. Je remercie Jean Ferret de nous donner 1h30, mais ça va être très court. Et dans cette heure et demie qui nous est impartie, nous allons discuter d'un sujet vaste et important qui est la psychanalyse. Mais deuxième avertissement ou troisième avertissement, je ne sais plus où j'en suis dans ces avertissements, il faut préciser que ce n'est pas une émission scientifique que nous faisons. Nous faisons une émission politique. Et donc, nous avons besoin d'éclairer la politique par la science, et c'est pour ça que j'ai invité 2 scientifiques. Alors, précision. Le professeur Jacques Coraz, qui a beaucoup d'autres titres que ceux que Marie-Françoise a cités, en a notamment un, qui à mes yeux n'est pas le moindre, excusez-moi, c'est qu'il a été le rapporteur du prix Lysenko. Alors je fais une petite parenthèse sur le prix Lysenko. Le prix Lysenko est le prix de la désinformation scientifique, c'est un anti-prix, c'est un prix ironique qui est décerné avec ironie à un auteur que nous voulons critiquer, non pas que nous voulons blâmer, non pas que nous voulons louer. Et il a été décerné au titre de 2003 à Madame Elisabeth Roudinesco, disciple de Freud et de Lacan, pour sa contribution à la psychanalyse. De Lacan surtout. Oui, mais donc à travers Lacan de Freud. Et Madame Roudinesco n'a pas du tout apprécié ce prix. Et elle a envoyé quelqu'un assister à la cérémonie, puisqu'elle n'a pas voulu venir elle-même. Et elle a entendu, donc ce quelqu'un lui a rapporté les propos du professeur Coraz, qui était très, 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 très sévère et très fort. Alors je dois dire d'ailleurs que ces propos seront bientôt, nous sommes en retard, en ligne sur le site du Club de l'Horloge, qui, étant récent et en développement et en construction, n'a pas encore tout ce qu'il devrait avoir. Mais donc le professeur Coraz a été le rapporteur du prix Lysenko. J'ajoute toujours dans les explications liminaires qu'à la suite de ce prix Lysenko qu'elle n'a pas apprécié, Madame Roudinesco a fait un article pas possible dans la revue de Sartre, Les Temps modernes. Et à la suite de cet article, j'ai publié j'ai envoyé un droit de réponse qui a été publié dans le numéro suivant, et je fais un procès en diffamation à Madame Roudinesco. Voilà. Donc les juges diront si, comme je le pense, elle nous a gravement diffamés en dépassant les bornes de la libre discussion, j'allais dire de la disputatio. Autre précision, j'ai invité Jung. Mais alors attendez, il y a Jung et Jung. Madame Sieglinde Jung, ici présente, s'appelle Jung avec un I. Et ça n'est pas donc un homonyme de Carl Gustav. Enfin, c'est un homophone, mais pas un homonyme de Carl Gustav Jung. Alors, au cours de cette émission, s'il nous arrive de citer Jung, il faudra peut-être comprendre que c'est le Jung J, avec un J Carl Gustav, et que ce n'est pas Sieglinde. Alors, il faudra dire, Sieglinde, c'est un peu familier, mais Sieglinde Jung, ou bien Madame Jung, ou le docteur Jung, pour éviter de faire croire que nous parlons de Carl Gustav. Voilà, c'était un peu précis, mais
il fallait le dire. Alors, pour ce débat, cette disputation, 3 questions que nous allons examiner successivement si vous en êtes d'accord. Premièrement, faut-il croire à la psychanalyse ? Deuxième question, la psychanalyse a-t-elle contribué à l'érosion des valeurs ? Et troisièmement, faut-il combattre la psychanalyse ? Alors, premièrement, faut-il croire à la psychanalyse ? Qui veut intervenir en premier ? Alors, j'ai oublié de préciser, encore une précision qui avait son importance, que en fait, dans cette discussion, j'ai devant moi un partisan de la psychanalyse, on peut le dire, parce que Madame Sigrid Jung est à la fois médecin psychiatre, mais elle applique la technique psychanalytique dans ses psychothérapies, dans son expérience clinique. Et le professeur Coraz, qui a préfacé le livre de Jacques Benesto intitulé Mensonge freudien, n'est pas spécialement indulgent envers le bon Sigmund. Alors, est-ce que je donne la parole à la défense ou à l'accusation en premier ? Je vous laisse Je pense que donner la parole au professeur me semble plus légitime. Monsieur le professeur, donc voilà, faut-il croire à la psychanalyse ? Est-ce que vous croyez à la psychanalyse, vous ? Moi, j'ai peur de me faire piéger par les mots, parce que faut-il entendre par psychanalyse ? Ça fait plus d'un siècle que l'on parle de psychanalyse. Mais il y a eu une telle évolution, il y a eu de telles écoles, il y a eu de telles dissensions entre les écoles que le thème recouvre un matériel foncièrement hétérogène. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une enquête qui a été faite par un éminent psychanalyste anglais auprès de ses collègues psychanalystes, et il a constaté qu'il y avait une profonde divergence dans l'application des techniques. Alors, pour clarifier, si vous voulez, le débat, dans la psychanalyse, il y a une technique et il y a un corps théorique. Aussi bien le corps théorique que la technique ont subi de telles évolutions que le terme psychanalyse recouvre, encore une fois, des notions qui risquent d'être fort opposées, voire à la limite contradictoires. Alors, si on veut éclaircir le débat, nous sommes en France. Qu'est-ce qui domine en France la psychanalyse ? Je parle en clinicien, je parle en théoricien. Ce qui domine la psychanalyse en France, à l'heure qu'il est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le regrette ou pas, c'est le lacanisme. C'est la pensée dominante française. On ne dirait pas la même chose si on était en Angleterre, on ne dirait pas la même chose si on était aux États-Unis, même si on a essayé de traduire Lacan en anglais. La pensée de Jacques Lacan. Voilà. Et quand tout à l'heure vous faisiez référence à Madame Roudinesco, c'est évidemment le lacanisme que nous avions dans notre objectif. Absolument. Mais alors, monsieur le professeur, je vous rends la parole tout de suite. Je vous en prie. Pour nos auditeurs, moi, en fait, comme c'est une émission politique, ce qui intéresse plus les éditeurs, en tout cas ce qui intéresse plus cette émission, c'est plutôt le corps de doctrine théorique que la technique de psychothérapie de Freud ou de ses successeurs. Deuxièmement, ce que tout le monde sait à peu près, c'est que la psychanalyse, c'est un corps de doctrine fondé sur un principe qui est la libido. Sur l'affirmation que la psyché humaine, que l'esprit humain est dominé par le principe du plaisir représenté par que Freud appelle la libido. Et donc, la psychanalyse est perçue, sans doute à raison, comme un réductionnisme qui ramène tout au sexe et à la sexualité. Alors, est-ce que sur ce plan-là, vous avez une observation ? Mais ce que Freud entend par sexe, c'est tout à la fois ce que nous entendons dans la pensée commune par sexe, mais aussi toute autre chose. Donc, le concept de libido a une telle extension logique et une telle connotation logique que finalement, on peut retrouver le sexe partout, puisque on en donne une définition qui est tellement vaste qu'on peut rencontrer le sexe à tout moment, dans tous les comportements, dans toutes les attitudes. Non, mais alors, j'ai employé le terme de subversion dans le titre de notre émission. Le choix des mots n'est pas innocent. Alors, un peu de sémantique. Libido est un mot latin que Freud a utilisé. Libido,
Libidinis, nominatif libido, génitif libidinis, c'est dans le dictionnaire Gaffio du latin français. Ça veut dire le désir, mais particulièrement le désir sexuel et même la débauche. Le mot libido a donné en français l'adjectif libidineux. Et le dictionnaire Robert, que j'ai consulté tout à l'heure, nous donne comme synonyme de libidineux lubrique, salace, cochon. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment éloigner du poste. Mais vous voulez qu'on parle de la psychanalyse ou d'autre chose, là ? Je parle de la psychanalyse. Bon. Bon, parce que là, vous parlez d'autre chose. Vous voulez continuer ou bien je donne la parole à Sigrid tout de suite ? Non, Sigrid Jung tout de suite. Je pense qu'il faudrait donner la parole à Madame Jung. Madame Jung, vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous posez la question, faut-il croire à la psychanalyse ? Alors moi, je ne me suis pas tellement interrogée sur le sens du mot psychanalyse, mais sur le sens du mot croire. Et croire à la psychanalyse, ça présupposerait qu'il y ait quelque chose qui ressemblerait à une religion, quelque chose qui nécessiterait un dogme, qui ferait qu'on tiendrait un énoncé a priori pour véritable, ce qui évidemment ne peut pas être possible pour quelque chose qui relève malgré tout d'une démarche scientifique. Je dis bien une démarche scientifique, pas une science. Donc croire, ça signifie quoi ? Est-ce que c'est une certitude ? C'est une certitude que la théorie freudienne est juste bon. Non, c'est pas une certitude, puisque nous sommes des praticiens, nous sommes des cliniciens, nous sommes des scientifiques, entre guillemets, n'exagérons rien, parce que la médecine est un art, c'est pas une science. Mais nous avons donc un doute scientifique par rapport à cette théorie, c'est bien évident. Est-ce que croire, ça signifie avoir confiance dans la méthode que l'on utilise ? Je crois à ce que je fais, en quelque sorte, vous voyez ? Dans ce cas-là, moi je répondrais oui. Je crois à ce que je fais parce que je l'ai fait, je l'ai vu agir. Alors à ce point du débat, est-ce qu'on peut peut-être, parce que c'est très important, si je comprends bien, Sigrid Jung nous dit, la psychanalyse ça marche. Donc la question, faut-il croire à la psychanalyse, ça se décline en plusieurs questions effectivement, c'est notamment est-ce que la psychanalyse, qui depuis Freud se présente comme une thérapeutique, est-ce que la psychanalyse guérit les malades ? Alors, Sigrid Jung va peut-être expliquer davantage, mais est-ce que vous pensez, professeur Coraz, que la psychanalyse guérit les malades ? Non, alors, les malades mentaux, bien entendu. Ah oui, justement. Alors, c'est ça le problème. Est-ce que l'on parle d'une pratique ou est-ce que l'on parle d'un modèle théorique ? Les deux à la fois. Parce que la subversion peut être aussi bien dans l'une que dans l'autre. Exact. Disons qu'aujourd'hui, parlez près du micro pour que disons qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 440 psychothérapies. Bon. Quand on évalue les résultats de toutes ces psychothérapies, à l'aide de différentes méthodes et sur des patients qui sont en principe équivalents, ce qui n'est pas si facile que ça, on s'aperçoit que, et ça a été fait maintes fois, on trouve que toutes les psychothérapies marchent plus ou moins bien. Toutes. Alors je vous interromps. Donc ça veut dire que finalement, la réussite d'une technique ne prouve pas la véracité de la doctrine. Sigrid Jung. Oui, si vous permettez, j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est que lorsque nous avons un patient qui arrive dans notre cabinet de consultation, d'abord nous l'écoutons, première chose. Et ensuite, selon ce qu'il nous a dit, selon l'appréciation que l'on a, juste ou fausse, on peut se tromper, mais selon l'appréciation que l'on a, on essaye de voir dans l'arsenal que nous possédons quelle est la technique qui sera la mieux adaptée à ce patient. Bien sûr, chaque psychiatre n'a pas à sa disposition les 440, 500 et 1000 techniques, bien évidemment. Nous avons préférentiellement quelques techniques chacun et nous les utilisons. Mais nous avons d'abord à poser un diagnostic, ce qui fait, et vous le savez Henri, à quel point je pense que c'est important et à quel point c'est pour cela que je dis que sortir la psychanalyse du cadre de la médecine est un non-sens. Donc nous avons à poser un diagnostic. Nous avons donc, à partir de ce diagnostic, à poser une indication. Et il est bien évident que toutes les personnes qui viennent s'asseoir dans mon fauteuil en face de moi ne relèvent pas de la psychanalyse. Cher Sigrid, là vous nous ramenez à l'expérience clinique, mais tout le problème est là, c'est que Freud lui-même, fondateur de la psychanalyse, ne s'est pas limité à parler de ces cas. Il a écrit Moïse et le monothéisme, il a écrit Totem et Tabou, il a prétendu justement que son expérience thérapeutique ou clinique lui donnait autorité pour réformer,
pour repenser la société, le monde et même l'histoire. Donc, vous avez le droit de dire il avait tort, moi je veux restreindre, mais il faut quand même expliciter vos choix. Vous dites, pour moi la psychanalyse, c'est une... Alors, vous allez nous dire, oui, mais est-ce que c'est uniquement une thérapeutique ou c'est autre chose? Attendez, mais si on parle de tout à la fois, on n'y comprend plus rien. Alors, je vous pose une question claire. Est-ce que pour vous, la psychanalyse, sérier les problèmes. C'est ce que j'essaye de faire. Non, c'est avant tout. Est-ce que c'est uniquement une thérapeutique ou est-ce que c'est aussi une vision du monde et une vision de l'homme? C'est ça la question que je vous pose. Alors, c'est avant tout une thérapeutique pour la bonne raison que Freud l'a tout de même mise au point pour ça. Freud était un médecin, un neurologiste. Il a mis cela au point pour ça. Maintenant qu'à partir de sa théorie, il ait cherché à expliquer le monde, c'est évident. On fait tous ça en permanence. On cherche toujours à expliquer le monde parce qu'il faut bien justifier de ce qui peut nous sembler absurde. Donc on cherche à expliquer le monde et il l'a fait. Alors là, on le suit ou on ne le suit pas. Il n'empêche que vous citez comme par hasard Totem et Tabou et Moïse et le monothéisme, qui sont les deux pôles de sa pensée, c'est-à-dire Totem et Tabou au tout début, Moïse et le monothéisme tout à fait à la fin. Et si vous relisez les deux, vous voyez toute la théorie effectivement analytique qui est concentrée dans ces deux livres. Donc vous acceptez l'extrapolation? Je n'accepte pas l'extrapolation, c'est pas la question. C'est extraordinaire. Moi je suis pas sur le divan en train de me faire chicaner. Vous me dites c'est pas la question, c'est moi qui pose la question puisque je vous interviewe. Je vous dis, est-ce que oui ou non vous acceptez? Ne préjugez pas sur mon âme et conscience. Je ne préjuge rien. Professeur, vous allez nous arbitrer là, parce que là ça commence à... Ce que Madame vient de dire antérieurement me paraît très important. Parce qu'elle pratique ce qu'on appelle la multimodalité. Je vous interromps une seconde, parce que moi, je vais la taquiner, je la trouve un peu ambivalente. Attendez, n'utilisez pas l'ambivalence devant des psychologues. Il n'y en a pas ici. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que dans ce qu'elle a dit tout à l'heure, on peut s'accorder sur ce point. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas « mettons tout le monde à la psychanalyse ». Sûrement pas. Elle fait des réserves qu'un certain nombre de psychanalystes ou de gens qui se couvrent de l'étiquette psychanalyste ne feraient pas. Donc je crois que nous sommes en face de quelqu'un qui est un petit peu atypique. Bon, en tout cas, moi, là, écoutez, je reviens à l'essentiel. Est-ce que, oui ou non, il faut croire que la psyché humaine est dominée par la libido, quelle que soit l'extension qu'on donne à la libido, qui de toute façon contient la sexualité, même si on ne veut pas la... Alors attendez, je vais quand même quelque part une citation de Freud qui explique qu'on sort de la psychanalyse, comme l'a fait Carl Gustav Jung, en justement faisant de la libido autre chose que ce que Freud en faisait, c'est-à-dire la sexualité plus ou moins élargie, et en faisant une énergie psychique non définie. Freud a dit expressément, je peux vous retrouver la citation, je l'ai quelque part dans mes notes ici, que c'était une hérésie, et j'emploie ce terme à dessein, c'était une hérésie de prétendre que la libido n'était pas ce qu'il disait, c'est-à-dire n'était pas ce que le choix du mot veut dire, la sexualité. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Si j'étais sûr de ne pas être coupé, je vous ferai une parenthèse par la Genèse. Non, c'est trop long. C'est trop long. Alors on laisse tomber sur la Genèse, parce que finalement, la toute première injonction... Aucune heure et demie, non. Non, mais attendez, laissez-moi quand même un tout petit mot. La toute première injonction biblique, c'est « soyez féconds ». Dieu crée l'homme, homme et femme, il les créa, et il leur dit « soyez féconds », avant toute autre chose. C'est le premier mot de Dieu. Attendez, mais là, vous êtes plus freudien que Freud. Je parle de sexualité. Vous êtes plus freudien que Freud. Autrement dit, attendez, il faut sérieux. Si vous venez nous dire que la sexualité est un instinct important et que ça existe dans l'homme et que ça détermine beaucoup de choses, personne ne peut en discuter. Non, mais attendez. Que Freud l'ait dit, c'est très bien. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si Freud est ou non, si la psychanalyse est ou non, la psychanalyse freudienne est réductionniste. Autrement dit, le problème, c'est celui du réductionnisme. Est-ce que l'instinct sexuel est le seul instinct dans l'homme ou est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Mais la libido n'est pas l'instinct sexuel. Voilà, vous tombez dans les... Voulez-vous une réponse sur la libido? Parce qu'il faut définir la libido tout de même. Il y a l'instinct sexuel qui est une chose, qui est de l'ordre du besoin, qui est de l'ordre de la pulsion. Et puis il y a la libido, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du désir, ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un passage entre ce qui est organique, la pulsion, quelque chose qui est biologique même, le besoin, à quelque chose qui devient psychique et qui est la libido. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui s'opère, qui rentre dans, je ne sais pas bien comment vous le dire en termes clairs, mais qui rentre dans un faisceau, disons, psycho-affectif, de symbolisation, etc., et qui permet que la tension physique se transforme en tension psychique, qui s'appelle la libido. Et permettez-moi, Henri, encore un tout petit mot. Et c'est cette tension psychique qui a un devenir qui peut être soit la satisfaction du besoin, soit la frustration par rapport au besoin, soit la sublimation dont personne ne parle.
dont plus personne ne parle. Nous allons justement en parler parce que c'est justement... J'aimerais bien entendre le professeur Corras sur la question de libido. Attendez, avant que nous passions à la libido, moi je voudrais quand même vous citer un auteur que je ne peux contester puisque c'est le Club de l'Horloge et moi. Excusez-moi, mais nous avons écrit un livre qui s'appelle La politique du vivant il y a 20 ans, et dans lequel nous avons écrit quelques pages sur Freud, pas beaucoup, parce que je dois dire, pour l'anecdote, que notre éditeur ne voulait pas que nous disions trop de mal de Freud, donc nous nous sommes freinés. Et il y a notamment ce paragraphe, « Si Freud s'est toujours défendu de cette accusation de pansexualisme, en fait, c'est bien le pansexualisme qui constitue la pierre de touche de la psychanalyse orthodoxe, la sienne. C'est sur ce point qu'il a rompu avec son maître Breuer, c'est sur lui encore qu'il s'est brouillé avec ses disciples Adler et Carl Gustav Jung. C'est à lui qu'il attribuait les résistances que beaucoup avaient à l'égard de sa théorie, car ce n'est pas la moindre de ses habiletés que d'avoir promptement psychanalysé les adversaires de la psychanalyse. » Voilà, je vous rends la parole, alors, soit au professeur Corras, soit au docteur Jung. Alors, si la sexualité est fondamentalement et originellement la fonction reproductrice, si c'est l'expression de la fonction reproductrice, elle est donc solidaire d'un certain nombre de déterminismes qui sont autant de facteurs qui sont tout à la fois biologiques, biochimiques et psychologiques. Donc elle accède à l'existence à un certain moment de l'ontogénèse, de l'évolution de l'individu. C'est clair. Bon. Si on la met au départ, dans par exemple la succion, si on la met au départ dans tous les phénomènes qui tournent en fonction de la régulation des excrétions, si on la met à cet endroit-là, elle n'est plus, à ce moment-là, au service de la reproduction. Il faut donc lui donner un sens qui dépasse considérablement le sens originel et biologique. Elle cesse d'avoir une fonction biologique. Ah, là, vous oubliez, excusez-moi, de parler de la sublimation, parce que... Non, mais là, il parle de l'enfant, il parle des stades infantiles. Je pense que ce que Freud a fait, c'est qu'il a été un des premiers. Moll, à qui il en voulait d'ailleurs un mort, avait commencé, c'est qu'il a séparé la sexualité de la reproduction. C'était pas original, là, honnêtement. Non. C'était très à la mode à l'époque. C'est ainsi qu'il a pu donner à la sexualité un sens qui n'était pas fonction de la reproduction. Oui, bien sûr. Oui. Donc à ce moment-là, garder le terme sexualité, ça prêtait ambiguïté. Donnant le terme libido, c'était plus facile, parce qu'on montrait que dans le développement, les fonctions libidinales, peu à peu, arrivaient à la sexualité reproductrice. Moi, je vais un peu taquiner Sigmund Jung, mais je pense que Freud, qui faisait de la rhétorique en permanence, a utilisé ce terme, justement, qui n'était pas la sexualité, pour utiliser la tactique de la chauve-souris. Vous m'attaquez en disant que c'est la sexualité. Ah non, c'est la libido. Oui. Mais en revanche, sous ce concept, je mets la sexualité et je ramène... Alors, je vais citer mes bons auteurs. Donc, Sigmund Freud, 3 essais sur la théorie de la sexualité. Alors, page 157 de mon petit livre un peu ancien, là, qui date de quelques années, mais qui est une réédition de la collection Idées. Cette phrase est quand même énorme, écoutez bien cela. C'est Freud qui parle, pas moi. Ouvrez les guillemets. Ce que nous nommons caractère est en grande partie construit avec un matériel d'excitation sexuelle et se compose de pulsions fixées depuis l'enfance, de constructions acquises par la sublimation et d'autres constructions destinées à réprimer les mouvements pervers qui ont été reconnus non utilisables. Il est ainsi permis de dire que la disposition sexuelle de l'enfant crée par formation réactionnelle un grand nombre de nos vertus. Cette phrase est quand même considérable. Il est ainsi permis de dire que la disposition sexuelle de l'enfant crée par formation réactionnelle un grand nombre de nos vertus. Et page 35 du même ouvrage, je lis ceci qui n'est pas mal. L'incrédulité provoquée par l'amour est une source importante, sinon la source originelle de l'autorité. Et alors là, pour la bonne bouche, si j'ose dire, page 188, j'ai une note en bas de page qui est absolument extraordinaire. On a pu établir que même certains traits de caractère présentent des rapports avec des composantes érogènes déterminées. Ainsi, on peut faire dériver l'entêtement, la parcimonie, l'avarice et l'esprit d'ordre de l'activité de la zone érotique anale. C'est-à-dire que si vous êtes avare, c'est parce que vous êtes constipé. Moi, en général, oui. Une forte disposition urétrale érotique fera des ambitieux. Alors écoutez, non mais soutenir des théories pareilles, abracadabrantesques, comme dirait Chirac, c'est hallucinant. Que répondez-vous à cela, docteur Sigmund Jung ?
Je réponds que votre façon de lire est assez amusante, effectivement. Non, mais attendez, c'est le texte de Freud. Mais absolument, mais sorti de son contexte. Mais toi, le contexte est pire. Le contexte aggrave les choses. Mais c'est bien, je savais qu'on allait s'amuser. Je vois effectivement que ça démarre. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Freud distingue la sexualité de la libido pour distinguer la pulsion du désir, bien évidemment. La pulsion du désir. Comment excusez-moi, là, je suis perdu. Là. Alors là, effectivement, si vous êtes dans la théorie de Lacan, vous mélangez la pulsion et le désir. Si vous êtes dans la théorie freudienne, vous avez la pulsion qui est du domaine, comme je le disais tout à l'heure, du domaine organique et biologique. C'est le id. Et la libido, pardon. C'est le id, trib, c'est la pulsion. Oui. C'est le voilà. Donc forcément, il y a deux mots différents pour deux choses différentes. Et la libido, c'est autre chose. Oui, d'accord. C'est la tension psychique. Non, mais je dirais que pour les besoins de notre discussion, franchement, cette distinction c'est très important. C'est très important, en tout cas. C'est une réalité très importante. Attendez. Le sexe des anges, c'est une question importante. C'est pas fondamental. Ça, je ne me prononcerai pas, parce que j'en ai jamais vu. Dans le domaine théologique, si vous voulez. Non. Excusez-moi d'intervenir, mais je crois qu'il est extrêmement difficile de vulgariser. Moi, je vais vous dire. Mais bien sûr. Non. Parce que ce que vous venez de décrire, là, c'est ce qu'on appelle le caractère anal. Bon, c'est ce qu'il appelle le caractère anal. Moi, je poserais la question de cette façon-là. Quelle administration de la preuve on a de l'existence du caractère anal? Voilà. C'est comme ça que je poserais la question. Mais parce que vous êtes scientifique. Moi, je vais vous dire. Alors, écoutez, là, je vais encore provoquer Siglin Jung. Mais je vais vous dire. Je suis dans le collimateur aujourd'hui. Vous me dites qu'on ne peut pas vulgariser. Moi, je vais vulgariser. Je vais vous dire, la psychanalyse, je la résume en 20 mots. Vous faites de l'idéologie si vous vulgarisez. Non, ça c'est du terrorisme intellectuel. Avec moi, ça ne marche pas. C'est l'idéologie quand même. La preuve, c'est ce dont on souffre. Je résume. Alors, en trois propositions. Premièrement, la psychanalyse, au moins celle de Freud, affirme la primauté, même l'unicité des instincts sous la forme de la libido ou de l'instinct sexuel et ramène tout à la sexualité. Deuxièmement, elle explique le comportement humain par la rencontre de cet instinct vital qui est la sexualité, instinct unique, avec les contraintes morales et sociales qu'elle appelle le surmoi. Et tertio, alors ça c'est le côté médical, elle explique que toutes les maladies mentales et autres névroses par le mauvais fonctionnement de ce phénomène de répression des instincts et quatrièmement la thérapeutique. Alors ça me fait un peu sortir du sujet politique. Et la thérapeutique freudienne, bizarrement, considère que le refoulement est mauvais et que c'est justement en faisant ressortir à la surface ce qui est caché au plus profond de soi-même que l'on guérit les malades. Ce qui m'a toujours paru extrêmement curieux comme théorie, puisque une théorie accessoire par rapport à la théorie principale, parce que a priori on peut penser que l'organisme est bien fait et que si il y a refoulement, c'est plutôt dans un besoin d'évacuation vitale. Oui, je vous en prie, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, parce que c'est comme M. Delesquin, je vous demandais de résumer en 15 mots le calcul tensoriel à des gens qui ne connaissent pas. Non, mais moi, je ne le connais pas, le calcul tensoriel. J'ai étudié autrefois, mais trop peu. Vous comprenez, c'est très difficile de suivre là, parce que quand madame, par exemple, tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, Dr Jung fait des diagnostics. Elle se réfère donc à un cadre de diagnostic. Lequel utilisez-vous, madame? La psychiatrie en général, pas le cadre américain. Et pas le cadre de l'OMS, vous l'utilisez? Parce qu'il y a une classification qui s'appelle SM10. Alors là, c'est un peu technique. Mais si vous voulez, nous trouvons là dans l'ambiguïté. Nous trouvons là dans l'ambiguïté. Parce qu'on fait un diagnostic. Un diagnostic pourrait être fait par quelqu'un d'autre que vous-même. Sans ça, il n'y a pas d'objectivité. Donc il faut savoir à quel cadre de référence vous vous adressez pour faire le diagnostic. J'ajoute alors elle va peut-être me trouver très flatteur, mais je pense que dans les psychothérapies, enfin c'est une évidence d'ailleurs, c'est que la relation personnelle qui s'établit entre le malade et le psychothérapeute est très importante, et que la technique soit bonne ou mauvaise, la qualité... laissez-moi finir, ne coupez pas la parole. La qualité personnelle du psychothérapeute ou du psychiatre qui applique la psychothérapie est peut-être plus importante que la technique qu'il utilise. Est-ce que vous aviez parlé d'une expression anglaise Doodoo Birds. C'est l'effet Doodoo Birds. Vous pouvez l'expliquer, ça peut-être, c'est intéressant. Le Doodoo Birds, c'est un oiseau qui est dans Alice au Pays des Merveilles, qui organise un concours, mais qui dit tout le monde aura un prix. Alors l'effet Doodoo Bird, c'est ainsi que l'on appelle toutes les psychothérapies, quelles qu'elles soient, réussissent. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent finalement les mêmes paramètres d'action.
Elles ont une spécificité, mais c'est pas par leur spécificité qu'elles marchent. La suggestion, l'influence. Il y a un rapport d'influence, il y a toujours un rapport d'influence. Freud disait à la fin de sa vie, rien n'a remplacé l'hypnose. Il le disait. Donc il savait très bien qu'il y avait un rapport de suggestion. Et toute sa vie, il s'est débattu avec ce problème. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une grande question qui a été posée par un épistémologue américain, il s'appelle Grunbaum, qui dit justement qu'on ne peut pas exclure dans la psychanalyse la relation de suggestion. Donc toute interprétation est viciée par la suggestion. Donc, dans toute relation humaine et dans toute relation psychothérapique aussi, il y a un rapport de suggestion. Il y a aussi le rapport de communication du psychothérapeute, etc., etc., des facteurs qui sont communs, qui sont non spécifiques. Donc attendez, j'essaie de traduire en langage simpliste, excusez-moi, mais vous pensez que la psychanalyse ça peut marcher parce que toutes les psychothérapies peuvent marcher. Tout marche. La parole est à la défense. C'est ni une défense ni une accusation. Ce que je veux simplement dire, c'est... Vous êtes l'avocate de Freud, ne l'oubliez pas, dans ce procès que nous menons devant le tribunal de l'histoire. Je ne me sens pas non plus avocate de Freud. Ah bon. Je me sens simplement l'avocate de mes patients, c'est déjà pas mal. Très bien. Donc, ce que je voulais ajouter à ce que disait le professeur Coraz, et qui me semble effectivement très juste, c'est que ça s'appelle le transfert. Et ce qui s'appelle le transfert est vrai dans toute la médecine. Mais en langage concret... Attendez, mais laissez-moi parler. Je vais vous le dire. C'est vrai qu'on comprenne. Mais je vais essayer de me faire comprendre si vous me laissez 30 secondes pour ça. Donc, ce qu'on appelle le transfert, c'est la relation, effectivement, du patient avec le médecin et du médecin avec son patient, évidemment, également. Mais c'est vrai dans toute la médecine. C'est-à-dire que vous avez une façon de prescrire un antibiotique qui fait aussi que l'antibiotique fonctionne plus ou moins bien. Vous avez une façon d'avoir un contact avec votre patient qui fait qu'il se remet plus ou moins vite d'une opération chirurgicale. Et c'est vrai aussi, alors pour le coup en thérapie, ô combien. Et si vous voulez qu'on explique ce qu'est le transfert, et si vous me laissez 5 minutes, ce sera pour tout à l'heure. Non, parce que le transfert n'est pas vraiment au cœur du sujet. C'est au cœur du sujet. Non, c'est au cœur du sujet de la thérapeutique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps doctrinal. Est-ce que professeur Coraz, nous pouvons lire les questions des auditeurs? Je vous en prie. Alors, il y a quelques questions qu'il faudrait lire. Alors, la règle du jeu, si vous voulez, c'est de les lire toutes. Vous prenez des notes. Alors, je vous donne du papier si vous n'en avez pas. Et à la fin, vous répondez... comme vous voulez, aux questions qui vous ont paru les plus opportunes, auxquelles il vous paraît le plus opportun de répondre. Alors je passe la parole donc à Marie-Françoise Béal. Alors un auditeur, j'aurais aimé avoir l'opinion des intervenants au sujet d'un vieux psychologue ou psychanalyste, Eric Fromm, F-R-O-2-M. Et un autre auditeur, dans son message Mythes et mythologies politiques, Raoul Girard dégage le grand ensemble, les grands ensembles, la conspiration, je ne parviens pas à lire, le souvenir, je ne sais pas, l'âge d'or et l'unité. Que pensez-vous de cette analyse? Et enfin, un auditeur, pourquoi parlez-vous de Freud? C'est inutile, puisque le professeur Debré-Ritzen a dit sur cette radio qu'il était le plus grand fumiste au monde. Et un auditeur, enfin, vous remercie, Henri Lesquin, d'avoir parlé le 15 décembre de la France française dans l'Europe européenne. Alors ça nous éloigne un peu de la psychanalyse. Donc, il y a un mot que je n'ai pu lire. Alors, je vais tenter ma chance. Alors, dans son ouvrage Mythes et mythologies politiques, c'est ça? Oui. Vous l'avez déjà lu? C'est celui-ci. Alors je relis. Dans son ouvrage Mythes et mythologies politiques, Raoul Girardet, l'historien Raoul Girardet, dégage les grands ensembles de points, la conspiration, le sauveur, l'âge d'or et l'unité. Que pensez-vous de cette analyse? Est-ce qu'il y a chez Freud des concepts comme cela, le sauveur? Est-ce que Freud est le sauveur? Est-ce qu'il renvoie à une mystique de l'âge d'or? Bon, voilà, c'est la question posée. Vous n'êtes pas forcé d'y répondre si vous estimez qu'il y a d'autres questions. Professeur Girardet, professeur Coraz, pardon. Dites-moi, en ce qui concerne Fromm, justement, là, on touche, si vous voulez, un aspect que vous aviez évoqué tout à l'heure, l'effet subversion, parce que... C'est la deuxième partie alors peut-être que nous pouvons laisser de côté, parce que nous allons parler de la subversion après. Fromm, bon. J'ai d'ailleurs prévu une autocitation qui fera une transition. Non, parce que là, on est dans l'influence marxiste, le mixage entre la psychanalyse et le marxisme. Alors, on en parlera avec la subversion. C'est autre chose, oui. Alors, pour répondre à la question de Debré-Ritzen, maintenant que vous y répondre à la question de Debré-Ritzen, moi, je suis toujours étonné quand
on me reparle de Debray-Ritzen. Bon, Debray-Ritzen était un homme courageux, incontestablement, c'est-à-dire que dans un milieu qui était hostile à ses idées, il a affronté ce milieu. Mais en ce qui concerne les arguments qu'il donne, je peux dire que depuis, on a quand même mieux fait. Il y a eu des analyses qui ont été faites, on a découvert les archives, on a donc, si vous voulez, un corps actuellement d'information supérieur à celui qu'avait Debray-Ritzen. Sur ce point, donc, rappelons les ouvrages. Debray-Ritzen était un ami personnel. Je vous en parle tout de suite. Et d'autre part, c'était un directeur d'émission sur Radio Courtoisie. Je l'ai invité plusieurs fois au Club de l'Horloge et j'ai beaucoup apprécié ces deux ouvrages sur la psychanalyse qui s'appelait premièrement La scolastique freudienne et deuxièmement, le titre était plus fort, La psychanalyse, cette imposture. Et je lui ai demandé, mais pourquoi d'avoir fait deux ouvrages? Il m'avait dit, parce que pour le premier ouvrage, je n'avais pas osé tout dire. C'était trop difficile à l'époque, et donc il avait gardé une partie de ses arguments pour l'ouvrage suivant. Et puis, effectivement, alors on peut citer un troisième ouvrage, celui que vous avez préfacé, et que peut-être Siglin Jung voudra critiquer tout à l'heure, non pas son auteur, mais l'ouvrage, qui est le livre de Jacques Benesto, qui s'appelle Mensonges freudiens, publié aux éditions Mardaga, aux éditions Mardaga, une édition belge, un éditeur belge. Jacques Benesto, Mensonges freudiens, qui est un livre historiographique sur Freud, qui est tout à fait important. Je voulais rendre la parole, professeur Coraz. Non, je pense que j'ai dit l'essentiel sur Debray-Ritzen. Siglin Jung. Sur Debray-Ritzen ? Sur les questions qui ont été posées. Écoutez, sur Fromm, effectivement, je pense que le professeur Coraz en parlera tout à l'heure. Sur Debray-Ritzen, j'aime pas beaucoup, moi, ces théories qui lancent des anathèmes contre les uns, contre les autres, etc. Je pense que, moi, il m'arrive aussi bien de donner des médicaments, ce que préconise le professeur Debray-Ritzen, et aussi bien de faire des analyses. Donc, franchement, moi, je peux pas opposer une psychiatrie dite biologique à une psychiatrie dite plus théorique. Enfin, je peux pas opposer ça, c'est impossible. Je pourrais pas travailler si j'opposais ça. Bien. Alors, est-ce que, en tout cas, pour passer, avant de passer au sujet suivant, qui est la subversion, proprement dite, est-ce que vous considérez, oui ou non, que Freud a eu raison de ramener pratiquement toute sa vie, jusqu'à Eros et Thanatos, le spectre des instincts humains à un seul, que vous l'appeliez sexualité ou libido? Il a fait disparaître de son angle de vision tous les autres instincts que l'on peut admettre chez l'homme, que lui n'admettait pas. Je vais vous donner un seul exemple qui me paraît très important. Lorsque Freud commence à écrire, à la fin du 19e siècle, l'inconscient, c'est la tarte à la crème. Je veux dire, ça fait un siècle que depuis Schopenhauer, on écrit sur l'inconscient, et donc ce n'est pas lui qui, évidemment, a découvert l'inconscient. Bien avant, même. Oui, mais enfin non, c'est vraiment à partir de Schopenhauer qu'on commence à théoriser sur l'inconscient. On parlera de Saint-Bernard tout à l'heure. Schopenhauer donc, a dit ceci: il y a deux sortes d'amour complètement différents. Il y a Eros et Agapé. Eros et Agapé. L'amour, alors l'Eros, c'est le libido, c'est l'amour sexuel. Mais il y a aussi Agapé. L'amour de la mère pour son enfant, c'est Agapé, c'est la charité. Et je vous renvoie à l'épître de Saint Paul sur la charité. Et le mot amour est donc parfaitement ambigu ou ambivalent. Le professeur Coraz m'interdit d'employer le mot ambivalent. Alors je lui demande la permission de l'employer encore une fois, mais je ne le referai plus. Vous avez une idée vraiment, comme pour le jour de Noël, pour l'amour de la mère pour son enfant. C'est vraiment Noël, votre histoire. Non, mais attendez, je m'appuie pas simplement sur je m'appuie sur tout. D'ailleurs, les références sont dans le livre du Club de l'Horloge, La politique du vivant, sur tous les travaux éthologiques. Car l'homme est un animal, il n'est pas seulement un animal, mais il est aussi un animal, et l'instinct de protection, et que d'ailleurs, à tort ou à raison, Lorenz essaye de considérer comme un dérivé, Konrad Lorenz, le prix Nobel de médecine, essaye de considérer comme un dérivé de l'instinct d'agressivité, d'agression, l'instinct de protection existe chez l'homme, et la négation de cette forme de l'amour parfaitement distincte de l'amour sexuel est une grave erreur. Enfin, je vous donne mon opinion. À mon avis, une très grave erreur. Avoir réduit le spectre des instincts au monochromatisme, c'est quand même extrêmement grave. Et c'est ça le gros défaut de la psychanalyse qui en fait un réductionnisme. Voilà, j'aimerais que vous réagissiez sur cette proposition.
Je ne vois pas très bien où vous avez vu que Freud niait tous les autres instincts par rapport à celui de la sexualité. Franchement, moi, j'ai jamais lu ça dans Freud. Il ne s'en sert pas. Il n'y fait jamais allusion. Il s'en sert peut-être pas, mais il ne les nie absolument pas. Et moi, je ne dirais pas qu'il ramène tout à la sexualité. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais seulement qu'il théorise les fonctionnements humains à travers justement toute cette histoire de la libido, tout ce passage de la biologie à la psychologie. Mais je ne dirais pas qu'il ramène les choses, qu'il restreint. Je ne dirais pas ça. Dr Jung, vous oubliez la citation que j'ai faite à l'instant, enfin il y a quelques minutes, tirée des 3 essais sur la théorie de la sexualité, qui montre que pour Freud, effectivement, le caractère dérive de la sexualité. Ça ne fait pas de doute. Non, mais attendez, professeur Coras, c'est un point important. Non, mais il y a 2 instincts fondamentaux. Pour lui, vous l'avez dit, bon, c'est Eros, c'est Thanatos. Ah, mais Thanatos, attendez, alors là... Mais alors, au départ, l'instinct de mort, c'était l'instinct dirigé de mort contre soi. Et c'est secondairement que c'est l'agressivité. Mais professeur Coras, non, mais là, moi j'aurais une observation à faire, c'est que toute l'œuvre de Eros et Thanatos, si je ne m'abuse, c'est un ouvrage extrêmement tardif de Freud. C'est-à-dire que pratiquement jusqu'à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie, il n'y avait qu'un seul instinct dans sa théorie. Il a rajouté Thanatos, in fine, ça aurait dû l'amener à changer complètement de théorie, d'ailleurs, parce que quand vous passez de un instinct à 2 instants... La biologie, il ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul instinct. Il a prétendu qu'il avait découvert la pulsion de mort parce qu'il y avait des patients qui résistaient à un point tel au traitement qu'ils ne pouvaient expliquer cette résistance qu'ils n'arrivaient pas à lever que parce qu'ils avaient un désir de mort d'eux-mêmes. Bon. Et il a ensuite considéré que l'agressivité était un détournement de cet instinct primitif. Donc, au cours de sa vie, il est arrivé à passer de la libido, il y a ajouté l'instinct de mort. Voilà. Et pas c'est l'instinct de mort de soi, et l'instinct de mort de l'autre, c'est dérivé de l'instinct de mort de soi. C'est ça, mais alors... Et bon, ça a suscité un certain nombre de critiques parmi, justement, les psychanalystes. Alors, moi, vous savez que l'un des maîtres à penser du Club de l'Horloge, c'est Konrad Lorenz. Et Konrad Lorenz, finalement, il préférait la psychanalyse au behaviorisme. Parce que le behaviorisme nie les instincts, alors qu'au moins, Freud accepte l'instinct sexuel. Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais je pense qu'il y a mieux que Lorenz. Il y a un psychanalyste anglais qui a justement montré qu'un certain nombre de comportements fondamentaux originels, appelons-les instincts si vous voulez ou pas, peu importe, de comportements originels chez l'enfant, étaient des comportements qu'il a appelés d'attachement. Et c'est Bowlby, ainsi s'appelle-t-il, un psychanalyste qui a permis une évolution en intégrant les travaux de l'éthologie à l'homme. C'est très important. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, sur le plan politique, c'est la conception de l'homme à laquelle on aboutit. Et je vais vous faire une autre citation, alors là, qui est de Georges Grodek. Vous savez que, selon Georges Grodek, à qui Freud a emprunté la notion du ça, la proposition « je vis » n'est que conditionnellement correcte. Elle n'exprime qu'une part étroite et superficielle du principe fondamental, l'homme est vécu par le ça. Le ça, alors je fais un commentaire, le ça c'est les instincts, le c'est le réservoir pulsionnel. Le réservoir pulsionnel. Donc, la proposition « je vis » n'est que conditionnellement correcte, elle n'exprime qu'une part étroite et superficielle du principe fondamental, l'homme est vécu par le ça. D'ailleurs, pour Freud, là c'est plus que Grodek qui parle, c'est le Club de l'Horloge, d'ailleurs pour Freud, comme pour les empiristes du XVIIIe siècle, les idées conscientes proviennent des sensations. Je cite, « En ce qui touche le phénomène de la conscience, il nous est du moins permis de dire qu'il tient originairement à la perception. Les processus cogitatifs, ou ce qui leur est analogue, dans le ça, sont inconscients en soi. » Fin de citation. C'est-à-dire que le moi conscient est purement passif et que la liberté n'est qu'une invention. Autrement dit... Ça, c'est vous qui l'écrivez. Oui, c'est moi qui l'écris. Oui. Voilà. Alors, vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Là, il y a des éléments éminemment complexes qui demanderaient des analyses très longues. Mais malheureusement, non. Mais, pour rebondir sur ce que dit Madame, parce qu'elle l'a dit à plusieurs reprises, c'était intéressant, c'est-à-dire qu'elle distingue le biologique du psychologique. Bien sûr. Bon. Ce qui est intéressant, c'est le passage entre les deux. Comment ? Ce qui est intéressant, c'est le passage entre les deux. Et c'est là-dessus qu'on aurait à travailler encore. Justement. Et je pense que ce n'est pas ce passage-là. Freud s'est totalement trompé. C'est manifeste dans le livre qui s'appelle Le moi et le ça. Puisque le ça, c'est le id. Hein, le id, c'est le ça en latin. Et c'est ce que Nietzsche appelait le id. Et le ça vient du id nietzschéen. Bon, il appelle tantôt le id, tantôt le ça. Bon, ça dépend des traductions, des textes. Mais, à l'origine, Freud dit que le moi, qui est l'intermédiaire. C'est ce que je veux dire. Or, il n'existe pas d'être vivant quel qu'il soit, qui n'est pas un mécanisme intermédiaire
avec le monde extérieur. C'est ça le problème. C'est ça l'erreur grossière. Mais voilà, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il a ramené à la marque et qu'il n'a pas compris Darwin, jamais. Mais monsieur le professeur, C'est ça. vous avez dit très bien ce que je voulais Mais dire. je sais bien. Alors je vais ajouter encore une phrase et puis je passe la parole à Sigrid Jung pour lui demander ce qu'elle en pense. Le schéma freudien oublie l'essentiel, à savoir le rôle de la volonté libre, qui est cette force d'intégration, transformant la multiplicité chaotique des instincts concurrents en un tout cohérent. Freud pouvait d'autant moins comprendre la nécessité de cette intégration, qui est le critère de la normalité, qu'il réduisait l'univers instinctuel à une catégorie homogène, la libido ou instinct sexuel. Autrement dit, dans cette proposition que nous faisons, cette idée que nous avançons, c'est la concurrence des instincts qui permet la liberté, parce que s'il n'y a qu'un seul instinct, forcément, il n'y a plus de moi. Le moi n'est qu'une apparence. Et dans ce modèle des trois fonctions que l'on trouve dans Freud et qui vient de Platon, vous avez le ça, le grouillement des instincts, le trois instances, le moi et le surmoi. En réalité, le moi n'existe plus. Le moi n'est que le lieu de rencontre. C'est un terrain de bataille entre deux forces. Non, c'est un lieu de synthèse. C'est un lieu de synthèse, si vous voulez. C'est pas un lieu de rencontre. Mais il n'a pas d'existence par lui-même. Comme le dit très bien Grodek, l'inspirateur de Freud, l'homme est vécu par le ça. Je ne vis pas, je suis vécu par mes instincts. C'est une conception de l'homme absolument horrible. Je peux dire un mot ? Plusieurs même. J'ai l'impression que vous faites dire à Freud que l'homme est une tique. Vous savez ce que c'est, une tique ? Oui. C'est cette bestiole qui reste sur les arbres en attendant que le chien passe. Et elle n'a qu'un seul instinct, c'est de tomber sur un chien au moment où il passe pour lui sucer le sang. Eh bien, vous avez très bien vu ce que j'accuse. Or, précisément, toute la différence entre l'homme et la tique, c'est quand même que nous avons une multitude d'instincts. Et je n'ai jamais lu dans Freud qu'il n'y avait qu'un seul instinct qui nous dirigeait. Mais jamais je n'ai lu ça. Non, ça c'est pas correct. Alors je veux bien que vous me montriez tout ce que vous voulez. Non, ce que vous dites n'est pas correct. Je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu, je n'ai jamais lu ça. Non, attendez, non, c'est pas correct. Ou alors je n'ai rien compris. Non, c'est pas correct. Et tant mieux alors. Je vous réponds. Je ne vous dis pas que Freud a dit quelque part expressément qu'il n'y avait pas d'autres instincts, mais il a construit toute sa théorie qui prétend expliquer globalement la psyché humaine sans jamais faire allusion à d'autres instincts que Eros ou libido, et à la fin, tardivement, un deuxième instinct qui est Thanatos. Donc, effectivement, le simple fait, et je vous ai d'ailleurs tout à l'heure fait une simple citation, qui montre qu'il ramène tout le caractère à la sexualité. Donc me dire, il n'a pas nié expressément... Bon, c'est une tactique, mais ça revient même. Il n'avait pas parlé des autres instincts. Écoutez, si vous admettez qu'il y a plusieurs autres instincts, qu'il y a un instinct de curiosité, qu'il y a un instinct de soumission, qu'il y a un instinct... C'est des instincts élaborés, ça. Non, un instinct, c'est un instinct. Qu'il y a un instinct de protection, qu'il y a un instinct d'appropriation, qu'il y a un instinct d'agressivité. Alors justement, d'ailleurs... parlons-en, oui. L'agressivité, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important, et pas seulement dans cette émission. C'est une disputation, monsieur Delesquin. Il nous a dit surtout d'être calme, mais alors lui... Non, mais j'essaie de faire passer les idées auxquelles nous croyons, donc, mais pour susciter le débat. Oui. Sigrid Jung. Sur quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Si vous êtes d'accord, nous passons au sujet suivant. Non, je suis forcément pas d'accord avec vous parce que, vous parlez d'autre chose quand vous me parlez de psychanalyse. Je ne reconnais pas ce pourquoi je travaille. Mais quand vous parlez, je ne reconnais rien. C'est terrible. Écoutez, je vous enverrai vers... Visiblement, vous ne l'avez pas lu. Ce sont deux langues étrangères. L'excellent rapport du professeur Coraz qui, justement... Je parle sous son contrôle, a expliqué que la psychanalyse était un objet scientifique non identifié. Alors, effectivement, la défense des psychanalystes, vous leur parlez de quelque chose, vous leur citez Freud, vous dites ah oui, mais non, mais c'est pas ça. Non, mais attendez. Non, ne me dites pas la défense des psychanalystes, faites-moi la grâce de penser que je n'adhère pas à certaines conceptions. Mais moi je vous parle de Freud. Je vous parle de Freud et du principe du plaisir auquel Freud... voilà encore autre chose. Voilà, du réductionnisme. C'est déjà plus la sexualité, c'est déjà le principe du plaisir. Mais je soutiens que Freud ramène le plaisir à la sexualité. Voilà. Je pense que Freud aimait beaucoup le cigare, il en est mort d'ailleurs, il aimait beaucoup d'autres choses. Alors, je ne pense pas qu'il ramenait le plaisir à la sexualité, surtout pas lui. Nous ne sommes pas identifiés depuis longtemps, donc nous sommes ici. Je laisse la parole à Marie-Françoise pour nous identifier. Nous sommes au Libre Journal des idées politiques. De Radio Courtoisie. Bien sûr. Dirigé par Henri Delesquin, dont le thème est la psychanalyse, science ou subversion, point d'interrogation. Les invités sont le professeur Jacques Coraz, docteur en médecine, psychiatre, auteur... Ne rappelez pas les titres. Et le docteur Sigrid Jung. Et voilà. Et nous sommes dans une disputation. Voilà. Ce qui veut dire une... La disputation était réservée aux clercs autrefois. Oui, mais maintenant, vous savez, avec la décadence des mœurs, maintenant, elle était... même les femmes ont le droit. Même les femmes ont le droit à la disputation. Revenons à la pureté originelle.
Alors, est-ce que vous contestez sérieusement le réductionnisme, le pansexualisme de Freud? La question est là. Est-ce que Freud ou non est pansexualiste? Mais vous savez, au nom de enfin, on fait dire à Freud beaucoup de choses, et justement, c'est ce dont nous parlerons tout à l'heure, justement. C'est qu'au nom de la théorie de la libido, on justifie n'importe quelle errance actuelle. Et je pense que ça sera tout à fait, à mon avis, c'est ce qui est le plus important dans votre émission, parce que vous voulez parler de politique. On justifie n'importe quelle, enfin, une sexualité qui s'éloigne complètement de ses buts. On justifie la pornographie. On justifie, mais absolument, on justifie les enfin, on dit que l'homosexualité est une sexualité normale. On dit, etc. Enfin, des tas de choses au nom du pansexualisme de Freud. Donc, ce mot de pansexualisme, en ce qui me concerne, je le récuse totalement. Professeur Corrad, est-ce que vous estimez... Il ne l'a d'ailleurs jamais utilisé. Mais attendez, c'est au contraire, il n'a jamais parlé de pansexualisme. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler du pansexualisme freudien? À cette réserve près que Freud, à un moment de sa vie, a ajouté l'instinct de mort. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Mais à la fin. Toute sa pensée, toute sa construction théorique, y compris le caractère, puisqu'il y en a d'autres caractères que le caractère anal, c'est une construction dérivée de la libido. Alors nous passons à la deuxième partie qui va être plus courte que la première, parce que la première a duré très longtemps. La psychanalyse a-t-elle contribué à l'érosion des valeurs? C'est proprement parler la subversion. Alors, là je voudrais qu'on parle de sublimation, parce que si, comme le dit Freud, toutes les valeurs sont dérivées de la sexualité, est-ce que ça n'est pas salir les valeurs? Si la beauté, le goût... C'est ça, la sexualité? Ça peut l'être, oui. Ah, ça peut l'être, mais ça n'est pas par nature. Ça peut l'être. Et simplement dire que, si vous voulez, que en fait, le goût que vous avez pour la beauté, l'amour que vous avez pour vos enfants, tout cela se ramène en réalité à la sexualité, c'est-à-dire au désir sexuel. Est-ce que ça n'est pas, en effet... D'abord, est-ce que c'est vrai? Ça, nous en avons parlé tout à l'heure, mais est-ce que, de plus, est-ce que ça n'est pas souiller les valeurs dont on parle? Faites-le en sens inverse. Faites-le en sens inverse, et au lieu de dire tout votre amour du bien, du beau, du vrai, etc., vous le ramenez à la sexualité, faites l'inverse. Et dites, il y a un instinct très fort qui s'appelle la sexualité. Il n'y aurait pas d'êtres humains sur Terre s'il n'y avait pas la sexualité, hein, entendons-nous bien. Donc, il y a un instinct extrêmement fort. Qu'est-ce qu'on fait de cet instinct? Comment on le réalise? Comment on le satisfait? Comment on lui donne son aliment? On peut le donner de mille et une façons, et on peut le donner aussi par l'amour du bien, du beau et du vrai. Faites-le en sens inverse. Oui, madame. Partez par en haut, ne ramenez pas en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est Freud qui ramène en bas la théorie de la... C'est moi qui vous parle. Non, mais la sublime... Non, mais là, nous parlons de la psychanalyse. Vous avez le droit d'être hérétique pour une psychanalyste. Par sublimation, madame. Oui. Bon. Alors, expliquez ce que c'est que la sublimation. Je voulais quand même rappeler que la sublimation fait partie des mécanismes de défense. De tous les mécanismes de défense, on prend toujours du refoulement. Le refoulement n'est qu'un mécanisme de défense. La sublimation, c'est le seul mécanisme de défense qui réussit. Oui. Qui est purement humain, qui ne peut jamais être animal. Donc, évidemment que si vous sublimez les instincts partiels, on va revenir à des notions. Bon, si vous sublimez les instincts partiels, votre agressivité, si vous sublimez votre caractère anal, vous devenez un grand chercheur scientifique. Vous avez un homme scrupuleux parce que vous l'avez sublimé, c'est-à-dire que vous avez réussi. Non, mais là, vous faites freudien, vous défendez la théorie freudienne. Je commente. Oui, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir en dehors, il ne peut pas y avoir un culte de la beauté. Pour un culte de la beauté, les valeurs fondamentales, le vrai, le beau, le bien, le sacré, pour Freud, ce sont des valeurs qui dérivent toutes de sublimation. C'est ce que je lui reproche. Je lui reproche ce réductionnisme. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si dans l'esprit humain... Le sacré, par exemple. Tout contamine... Alors, si vous voulez, il est évident que tout contamine tout. Que, en particulier, dans les pages mystiques les plus pures, on trouve un langage emprunté à Eros. C'est évident. Bon, ça intéresse Davila ou ça Jean de Lacroix, effectivement, c'est Croquignolin. Alors, cette contamination des forces dans l'esprit humain sert d'argument. Alors, il peut y avoir des cas, effectivement, de perversion, de détournement. Oui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la critique du réductionnisme de Freud. Je crois profondément l'erreur fondamentale et qui salit tout, c'est de ramener au sexe ce qui n'est souvent, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir avec le sexe, mais qui ne se réduit pas au sexe. En particulier, alors, comment est-ce que le procès en subversion peut être fait à Freud?
à propos, premièrement, de l'éducation, deuxièmement, de la famille, troisièmement, de la religion. Commençons par la religion. Si la foi n'est qu'une sublimation Ou une d'un névrose. Ou une ou une névrose, comme il le dit aussi, je crois, dans Totem et Tabou, de l'instinct sexuel, Dans alors... l'avenir d'une illusion. Dans l'avenir d'une illusion, C'est-à-dire dans pardon. son plus mauvais livre. Bien sûr. Et on a le choix pourtant dans les mauvais livres. Hein. Bon. Donc, non, je fais un peu de polémique là. Pardonnez-moi, mais quelle prétention Pourquoi ? de dire qu'on a le choix dans les mauvais livres de Freud. C'est pas de la prétention. Mmh. Beaucoup de gens très savants l'ont dit avant moi. Allons-y. Non. Travaillons et on verra ce que l'on peut dire aussi soi-même. Hein. Ah, c'est pas moi qui suis en cause, je ne suis pas en cause. Je me contente, écoutez, de m'appuyer sur de bons auteurs, notamment sur le professeur Corras Il n'y a d'ailleurs. pas que moi. Hein, Qui sont... Non, là vraiment, non. Vous avez vu comme elle fait le procès d'intention, là, la Siglin Young. Alors, non, alors, sérieusement, est-ce que, oui ou non, on peut avoir un visa... si on accepte la théorie freudienne, hypothèse d'école en ce qui me concerne, un instant, quelques minutes, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, de la religion, je commence par là, une vision pacifiée. Est-ce qu'on peut... une vision favorable. Et si la religion n'est que... Dans la meilleure des hypothèses, si on accepte la théorie freudienne orthodoxe, la religion n'est qu'une espèce d'exutoire plus ou moins névrotique de la libido. Professeur Corraz. Oui. Mais on ne peut pas dire le contraire à partir du moment où on reste fidèle au texte de Freud. Mais il n'est pas... Non mais attendez, nous ne sommes pas là pour rester fidèle au texte de Freud. Non, c'est ça. Non, si on reste fidèle au texte de Freud. Alors, est-ce que vous restez fidèle au texte de Freud, Siglin Young ? Écoutez, je ne voudrais pas répondre de cette façon-là. Répondez de la façon que vous voulez. En préparant cette émission, je suis... quelqu'un m'a parlé de la position de Saint-Bernard sur la question du désir. C'est pour vous dire que Freud n'a rien inventé. Hein, Saint-Bernard, c'était tout début du XIIe siècle. Il a établi avec Guillaume de Saint-Thierry une science du désir. Alors, est-ce que c'est science du désir chrétien ou science chrétienne du désir? Je ne sais pas exactement. Mais alors, il commence par expliquer que le désir, effectivement, est spontané et il est tourné vers son objet naturel. Pour Saint-Bernard, effectivement, l'objet naturel, c'est Dieu. Mais il commence à dire que l'homme commence à s'aimer lui-même pour le seul amour de soi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stades, et on peut presque, enfin, on ne peut pas retrouver les stades dont parle Freud, mais on peut presque retrouver en tout cas ce cheminement qui fait qu'il y a une évolution dans l'approche du désir. Donc l'homme commence par s'aimer lui-même. Il se rend compte que ce désir n'est pas est inassouvissable. C'est-à-dire qu'il se rend compte que s'il reste dans ce désir-là, il va tourner en rond. Freud nous explique tout ça aussi. Hein. Et il nous dit après que dans une telle course, l'homme s'épuise, bien évidemment, et il nous dit que la seule possibilité pour en sortir, c'est d'arriver à la contemplation du seul objet qui n'assouvira jamais le désir tout en le comblant en permanence, à savoir Dieu. Donc manifestement, et je ne pense pas que Saint-Bernard se soit inspiré de Platon, parce qu'à cette époque-là, Platon n'était pas... Je ne pense pas, peut-être à travers Saint-Augustin, mais en tout cas, il ne s'est sûrement pas inspiré d'Aristote, pour la bonne raison qu'Aristote, c'était un siècle plus tard avec Saint-Thomas. Donc on a là déjà toute une théorie, que je vais d'ailleurs étudier plus avant, parce que je le remercie beaucoup. J'ai trouvé ça dans une petite revue, numéro 1 d'une petite revue, qui est devenue une grande revue, puisqu'il s'agit maintenant de Certitude, dirigée par l'abbé Guillaume de Tanoirne, et qui était au début fondée par l'abbé Héry, et qui s'appelle Quark. Et c'était le tout premier numéro 1, fondateur, on parle de psychanalyse et de Saint-Bernard. Donc je pense que... mais on peut parler de désir autrement qu'en souriant sur le terme désir. Et Saint-Bernard n'a pas souri du tout. Il est allé au fond justement de cette chose-là, en passant par l'amour de soi et l'amour qui nous conduit progressivement par diverses marches, justement à l'amour de Dieu, du beau, etc. Ce que vous dites est très beau et nous l'entendons. Cela dit, la question est de savoir si, sous le mot de désir... Si la sexualité mène le monde. Si la sexualité mène le monde, en partie seulement... ou totalement. Et la question est quand même de savoir si le désir de Dieu chez Saint-Bernard a un rapport étroit avec la libido décrite par Freud, notamment dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité, dont j'ai donné quelques exemples. J'aurais pu donner d'autres exemples. Alors nous allons passer aux questions des auditeurs, et il faut dire qu'ensuite nous n'aurons plus le temps de repasser les questions des auditeurs, mais vous allez lire, Marie-Françoise, toutes les questions. Je vais quand même rajouter un mot à ce qu'a dit Siglin Young, alors ensuite vous répondrez donc aux questions des auditeurs.
c'est qu'elle a dit que, avant Freud, Saint-Bernard avait dit que, et je voudrais Et beaucoup d'autres. je voudrais citer Eysenck, ou plutôt Eysenck citant je ne sais plus qui, dans son livre Experimental Studies of Freudian Theory, c'est-à-dire études expérimentales des théories freudiennes, où il a dit en note en bas de page, rien de ce qui est nouveau dans Freud n'est vrai, rien de ce qui est vrai dans Freud n'est nouveau, rien de ce qui est nouveau dans Freud n'est vrai, rien de ce qui est vrai n'est nouveau. Ce qui veut dire que beaucoup de choses sont vraies dans Freud, mais elles ne sont pas nouvelles. Bien, je passe la parole à Marie-Françoise. Oui, il y a beaucoup de messages. Lisez-les en rafale. Voilà. Que pensez-vous du livre Les illusions de la psychanalyse du professeur Jacques Van Rielaer? Enfin, Rielaer. Van Rielaer. Van Rielaer. Une auditrice. Il faut beaucoup se méfier des psychologues quand on sait ce qu'ils ont fait de la Sorbonne en mai 68. La sexualité est soumise à la moralité de l'homme, sinon il n'y a plus de différence entre l'homme et les animaux qui, eux, pratiquent la sexualité sur un plan instinctif. Un fidèle auditeur, bravo pour le sujet de votre émission. N'oubliez pas de citer l'admirable livre du professeur de Vredritzen, La psychanalyse, cette imposture, en 1991. Une auditrice, il faut différencier la psychanalyse et la psychothérapie. Il y a une vingtaine d'années, mince, flûte, zut. Voilà. Lisez le reste, Un et je dirai auditeur, ceci. le plus faible taux de suicide en France au XXe siècle a eu lieu pendant l'occupation. Comment l'expliquez-vous? Un auditeur, l'émission de M. Lesquin concerne les idées politiques. Sans doute les marxistes ont-ils phagocyté la psychanalyse dans une orientation totalitaire. L'œuvre de Freud est essentiellement clinique et théorique et n'a rien de commun avec l'amalgame de M. de Lesquin. Ah, c'est très bien. Enfin, quelqu'un. C'est le docteur Lyon qui renvoie la question. Non, mais attendez. Merci beaucoup à l'auditeur qui a osé. C'est Bernard tenir Grand-Pierre. une parole Je aussi reconnais Bernard subversive. Grand-Pierre. Oh, ça m'étonnerait. Que je salue. Ça m'étonnerait, j'ai demandé de ne pas écouter l'émission. Un auditeur, est-il exact que le docteur Freud ait cessé d'exercer toute relation sexuelle à partir de 40 ans? Oui. C'est cocasse pour un spécialiste de la libido. Non. Un auditeur, en débarquant à New York, Freud a dit « Ces gens-là ignorent que nous leur apportons la peste ». Un auditeur, est-il vrai que l'on peut s'installer psychanalyste sans diplôme médical, simplement, où l'on a subi, quand on a subi une analyse, pour obtenir un AMM, un médicament doit avoir fait ses preuves. La psychanalyse a-t-elle subi des tests? C'est toujours le même genre de question. Dépêchez-vous, Marie-Françoise, parce que nous sommes victimes de la flèche du temps. Oui, nous mourons à chaque instant. Il faut progresser. Alors, un auditeur, après plus de 10 ans de psychanalyse, j'ai acquis l'intime conviction que seul le Christ guéri, ayant la foi de l'aveugle et la vérité, nous rendra enfin libres. Pour Monsieur Coraz, si l'un de vos maîtres attend... Lisez la suivante, Voilà, je vais déchiffrer celle-là. Les invités pourraient-ils dire ce qu'ils pensent d'un médecin viennois contemporain de Freud, dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit sur la psychanalyse un livre intitulé « L'erreur qui réussit ». Un auditeur, il vaudrait mieux s'occuper de la galaxie post-lacanienne, qui est la subversion. L'introduction de l'instinct de mort, tardivement par Freud, semble prouver que sa théorie est en fait sa cure personnelle. Alors... Lisez vite les dernières, parce que le temps passe. L'émission est difficile, mais très intéressante. En revanche, je suis désolée de voir Monsieur de Lesquin ne pas laisser parler. Bon. Oh, merci. Là, c'est de l'eau au moulin de Siglinde. Un auditeur, le suicide est le dénouement ou le dénouement de la passion, car il en est la substance, oubli de soi, sans abnégation. Et puis enfin, un auditeur, au sujet du livre de Girardet, le terme « sauveur » comme gardien de la normalité dans la succession des temps, dans l'écoulement des générations, telle apparaît dans cette perspective la fonction essentielle attribuée aux théories salvatrices. Aux théories salvatrices. C'était marqué salvatrice. Alors, dernière question que j'ai réussi à déchiffrer. Il faut différencier la psychanalyse et la psychothérapie. Il y a une vingtaine d'années, on vous faisait allonger sur un divan et parler, le docteur se taisait, alors que la psychothérapie est une idéologie.
Non, alors là, je croyais que est un échange. Alors que la psychothérapie est un échange, qu'en pensez-vous? Écoutez, là, franchement, je préférais qu'on ne réponde pas à cette question, mais qui nous ramènerait au début de l'émission. En revanche, j'aimerais bien que vous répondiez l'un et l'autre sur ce commentaire de Freud, qui, débarquant en Amérique, s'écriait « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». Alors, commentaire. Là, on est en plein dans la subversion. On le sait par Jung. Parlez près du micro, docteur Corral. On le sait par Jung, c'est une déclaration qu'il a faite quand le bateau est entré aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Psychanalysant Freud. Je ne veux pas dire que ça soit sérieux, je pense que c'est une boutade. Il leur a dit on va leur amener une connaissance qui va bouleverser leur compréhension de l'homme, c'est ce qu'il voulait dire. Vous pensez qu'il n'avait pas d'intention subversive? Moi, je pense qu'il avait une intention, je pense. Vous permettez, professeur? Je vous en prie, madame. Il avait une intention, c'est qu'il pensait que l'Amérique était soumise au dieu argent. Et en réalité, malgré tout, si vous lisez Freud avec sincérité, vous verrez que lui ne suit pas le dieu argent. Mais je n'aurais qu'un reproche à vous faire, Siglin Jung, docteur Jung. C'est que vous êtes tellement bonne que vous projetez c'est de la projection, vous projetez votre bonté sur les auteurs que vous défendez. C'est la fortune qu'il a faite sur la psychanalyse des Américains, quand même. Pardonnez-moi, à partir de 60 ans, franchement, il a attendu longtemps. Hein. Vous êtes tellement gentil que vous croyez que Freud était comme vous. Mais Freud était... Moi, je crois qu'il était très méchant. Je ne suis pas gentil, vous m'insultez. Non. Oh non, Freud était intéressé par l'argent, comme beaucoup d'hommes et de femmes sont intéressés par l'argent. Comme Victor Hugo était intéressé par l'argent. Par les femmes aussi. Oui, par les femmes. Il a continué très longtemps. Certainement plus. Mais l'argent conduit aux femmes, c'est bien. Alors d'ailleurs, il mélangeait les deux, parce que vous savez que Victor Hugo tenait une comptabilité très précise des femmes ou de l'argent? Non, des prestations. Alors il disait, je donnais de temps à Gertrude. Non, mais on va quand même pas reprocher à Freud d'avoir voulu gagner sa vie, il faut quand même pas exagérer. Revenons. Alors vous, est-ce que, là je suis un peu déçu par le professeur Corral, je vous le dis franchement, professeur, vous pensez que ce n'était qu'une boutade, nous leur apportons la peste. Mais je crois qu'il... mais il savait très bien qu'il apportait par rapport à une société en décadence. Non, parce que moi, je vous dis franchement, moi je pense qu'il leur a vraiment apporté la peste. Oui, nous sommes d'accord, et ils nous l'ont rendu d'ailleurs, d'une certaine façon. Oui. Non, mais il a apporté... Mais attendez, je crois qu'il ne faut pas confondre la subversion consciente faite par des épigones, des gens qui ont utilisé la psychanalyse à d'autres fins, comme par exemple l'ont fait les marxistes ou l'école de Francfort, comme avec Adorno ou Marcuse, qui ont utilisé la psychanalyse à des fins de subversion. Bon. Je ne pense pas que Freud ait fait une subversion en psychiatrie, en psychologie, oui, mais pas une subversion dans la société. Ça, c'est un effet indirect, c'est pas un effet voulu et conscient. Ah, peut-être, j'en sais rien. Voilà. Mais bon, quand même, quand il écrit Moïse et le monothéiste, Thème et tabou, l'avenir d'une illusion, est-ce que ce n'est pas de la subversion consciente? Subversion, si vous prenez l'aspect religieux, il démolit la religion, il ramène la religion à un processus psychologique. D'autre part, il démolit la famille. Alors passons à la famille, il nous reste peu de temps, mais passons à la famille. Ça c'est direct. La famille, bon. Ça c'était énoncé. Le complexe nous n'avons pas encore parlé une seule fois du complexe d'Édipe. Évidemment, vous parlez que de la sexualité. Ah bon? Et alors l'Édipe, c'est pas sexuel? Non mais d'accord, mais enfin je veux dire, alors, il y a des formes multiples. Là, voilà, je disais que la théorie freudienne salissait les valeurs. Et salissait les institutions, sapait les institutions. Si vous dites l'amour d'un enfant pour sa mère, d'un mère pour son enfant, si vous dites pas simplement il peut être contaminé par la sexualité, mais il est réductible à la sexualité. Mais c'est terrible. Je me dis ça. Mais qu'est-ce que c'est que le complexe d'Édipe? Il fait tourner le monde autour du complexe d'Édipe. Donc la famille, ce sont les relations entre les parents et les enfants qui sont mises en suspicion, mises en accusation. Vous n'avez pas une petite fille qui vous a dit « Papa, je t'épouserai quand je serai grande ?» Non, mais j'allais dire quand tu seras grande. La question n'est pas la question de savoir... évidemment. Je veux dire, en plus, mes petites, je suis désolé, alors vraiment... Elle vous a jamais dit ça, votre petite fille? C'est vous qui donnez un sens sexuel à cela. Jamais. Mais non, c'est le réductionnisme qui est en cause, pas le fait qu'il puisse y avoir une part de sexualité dans la relation entre parents et enfants. La question n'est pas là. C'est le réductionnisme. Non, mais le fait qu'il n'y ait que cela. Je pense que ce qui est subversif par rapport à la famille, effectivement, je pense pas que ça. Et je pense pas. Alors pour le coup, vous allez encore dire que je suis gentille. Et vous allez ajouter que je suis un peu bête, parce qu'en général, ça va ensemble. Pas du tout. Bien, merci. Dans votre cas, ça ne va pas ensemble. Vous êtes gentille et intelligente. Donc à mon avis, ce qui est subversif par rapport à la famille, c'est ce que l'on fait dire à la psychanalyse, à savoir « Ah oui, mais c'est la faute de vos parents si vous êtes comme ceci ou comme cela. » Voilà, la grande question. Mais on ne le fait pas dire à la psychanalyse. Pardonnez-moi, vous me laissez 2 minutes, Henri, s'il vous plaît. On vous a dit dans les questions qu'il ne fallait pas interrompre les personnes qui parlaient. Et merci à la personne qui l'a demandé. Donc,
très très souvent, bien évidemment, les patients arrivent et ils nous disent ah oui, mais alors il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et alors, il faut toujours leur rappeler qu'on n'est pas en train de chercher les responsabilités, on n'est pas en train de chercher des coupables, on n'est pas en train de dire c'est votre père ou c'est votre mère, quoi qu'ils aient fait par ailleurs. D'autant plus qu'un bon père ou une bonne mère, ça n'existe pas nulle part. Donc, mais il n'est pas question de ça. Il est question de savoir comment tel ou tel parent, tel ou tel acte, telle ou telle influence a permis le développement de la personne. Qu'est-ce que ça a créé dans son fonctionnement personnel? Comment les choses se sont nouées, donc comment on les dénoue. Donc il ne s'agit pas de chercher des causes, des responsabilités, de dire la famille est mauvaise. Bien au contraire, on a fait éclater la famille et c'est un tort, parce que maintenant les enfants sont complètement déboussolés. Et à l'arrivée, on voit les catastrophes que ça donne. Donc il ne s'agit pas de chercher... Non, mais attendez, ça c'est vous qui dites ça, mais beaucoup d'autres ont dit autre chose. Je vais donner 2 exemples. Premièrement, l'autisme. Le Bettelheim, qui était psychanalyste et qui se présentait comme Bettelheim, qui était psychanalyste et qui était disciple de Freud. Non. Attendez, vous allez laisser parler. Bettelheim, qui était psychanalyste et qui était disciple de Freud. Il s'est fait passer. Il s'est fait passer pour. Merci, professeur Coraz. Écoutez, merci, il n'était pas. Non, mais attendez, il n'y a pas de diplôme de psychanalyste. Donc il n'était même pas médecin, il fait rien. Attendez, tout le monde peut dire psychanalyste, il suffit de se réclamer de Freud. Bon. Oui. Bettelheim a culpabilisé. Et c'est un drame humain, il faut le dire sans rire, a culpabilisé des centaines et des milliers de couples qui étaient persuadés d'être responsables de l'autisme, qui est une affreuse maladie, qui est une maladie épouvantable, qui est une croix à porter pour les parents. Et non seulement ils avaient cette croix à porter, mais on leur expliquait que Dixit Freud et Dixit Bettelheim, c'était de leur faute si leurs enfants étaient autistes. Absolument, et c'est scandaleux. On sait que c'est une imposture. On est tout à fait d'accord. Non mais attendez, moi je soutiens que le cas de l'autisme vu par Bettelheim, c'est le paradigme de la manière dont la psychanalyse a traité les relations entre les parents et les enfants. A été utilisé. Mais Freud lui-même l'a utilisé. Enfin, écoutez, lisez dans le livre de Benesto, il y a 36 exemples, je dis 36, il y en a bien même davantage d'exemples qui vont dans ce sens. Et un autre exemple, aux États-Unis, on en est revenu maintenant, mais il y a quelques années, il y a eu quantité de gens, de pères en particulier, qui ont été condamnés pour abus sexuels sur leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'un psychanalyste dévergondé, au sens intellectuel du terme en tout cas, avait persuadé par suggestion une personne de 30 ans ou 35 ans que si elle se portait mal, c'est parce qu'elle avait des souvenirs enfouis d'abus sexuels. Et on a fabriqué des fantasmes. Avec l'appui des avocats. Et avec l'appui des avocats, on a condamné des gens dont on a démontré ensuite qu'ils étaient parfaitement innocents. On a fabriqué, et on a causé le malheur vraiment de centaines de gens aux États-Unis en appliquant la théorie psychanalytique. Alors vous allez me dire qu'on l'a mal appliquée, peut-être. Non, mais c'est la subversion qu'il faut combattre, ça c'est évident. Nous sommes d'accord. C'est évident. Nous entièrement d'accord. Nous arrivons à la fin de la mission, nous allons bientôt nous mettre d'accord. Il y a un livre d'Eysenck que vous n'avez pas cité qui s'appelle Us et abus de la psychologie. Je ne l'ai pas lu alors, c'est pour ça. Non, c'est un titre général qui coupe plusieurs articles. Mais on pourrait très bien dire Us et abus de la psychanalyse. Mais vous voulez vraiment défendre Non, je ne veux pas que le défendre Dr Jung mais non, le professeur Coraz sait de quoi il parle et il le dit très bien. C'est vous qui nous apportez là quelque chose qui est subversif, c'est-à-dire l'élément de subversion, ce sont des gens... Il y avait parmi eux des psychanalystes, incontestablement, qui ont utilisé la psychanalyse pour arriver à d'autres fins. On trahit tout, non tout, vous savez. Je soutiens qu'ils étaient fidèles à l'esprit, ils sont allés plus loin que le maître, mais dans la lignée du maître. Oui. Voilà. Pourquoi avez-vous une telle haine pour Freud, mon cher ami? Je ne l'ai jamais rencontré. Voulez-vous m'en parler? Mais parce que, je pense que la doctrine de Freud, je crois l'avoir dit, est profondément et intrinsèquement subversive. Voilà la thèse que je vous soumets. C'est-à-dire que le malheur, c'est qu'on a sur la personnalité de Freud aujourd'hui quand même des informations qui montrent que c'était un manipulateur. Alors, l'éducation. Je vais parler de la famille, l'éducation, parce qu'il nous reste très peu de temps. L'éducation. On a parlé des enfants Spock. Vous savez que le docteur Benjamin Spock, psychanalyste, a sévi. Alors j'aurais dû apporter le livre, mais il est un peu gros, je n'ai pas voulu l'ajouter dans mon cartable. Donc le docteur Benjamin Spock a écrit un livre qui était le viatique, le guide des parents américains pendant toute une génération. Et en gros, je résume, le professeur Coraz va encore m'accuser de simplisme, mais je suis obligé de résumer, d'aller vite. Le docteur Spock dit, mais si, il faut surtout pas punir vos enfants, la répression c'est très mauvais. Freud a démontré que la répression des instincts des enfants, de leur libido, ne conduisait à des catastrophes, donc il ne faut pas les punir. L'enfant Spock, c'est l'enfant roi, que les parents ne dirigent pas et qu'ils n'osent pas punir quand il fait des bêtises. C'était une catastrophe.
On dit que mai 68 en France et aux États-Unis aux États-Unis c'était un peu plus tôt. Et la conséquence de cette théorie psychanalytique qui se réclamait de Freud. Alors là, je donne la parole à la défense encore. Est-ce que Spock était un bon interprète de la pensée freudienne? Écoutez, je ne connais pas le docteur Spock et je n'ai pas lu son livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui me concerne personnellement, je prends les armes absolument contre cette utilisation éhontée de la psychanalyse. Vous savez bien, Henri, qu'on trahit tout au nom de tout. Et on trahit y compris la psychanalyse au nom de la psychanalyse. Et il faut voir, nous, comment on ramasse après les patients. Je dis bien on ramasse, parce que franchement, ils sont complètement à plat pour avoir eu une éducation où justement il n'y avait plus de structure. S'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de transgression possible, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de choses comme ça. S'il n'y a plus de structure, jusqu'où allons-nous? Ces pauvres enfants, ils ne savent pas jusqu'où aller. Docteur, vous parlez là comme psychanalyste. Ça mène à la drogue, ça mène à tout ce qu'on veut. Vous parlez comme... Je parle comme psychanalyste et je parle comme être humain. Mais ce qui est terrible, c'est que la psychanalyse, c'est la chauve-souris, c'est-à-dire qu'on trouve tout. Alors, ce qui est terrible chez vous, Docteur Jung, c'est que vous réussirez presque à nous rendre sympathique la psychanalyse. C'est quand même grave. J'en suis enchanté. Je finis par me demander si j'ai raison de nous inviter, de professeur Coras. J'étais justement en train de me... C'est ça la séduction, cher ami. J'étais justement en train de me dire que j'avais été complètement inconsciente en acceptant cette émission et qu'il fallait déployer beaucoup de courage pendant 1h30. Pour supporter le directeur de l'émission. L'homme Freud était assez rigoureux, il avait des principes. Oui. Le principe de réalité en est un, la frustration est indispensable. Pour entrer dans la culture, il faut être frustré, il faut savoir renoncer. Freud a même dédicacé un de ses ouvrages à Mussolini, vous le saviez. Non, j'ignorais. Bon. Donc, il a sauvé d'ailleurs, je crois grâce que à Marie Bonaparte. Jacques Benesto l'a dit, je crois. Voilà. Mais c'est Mussolini qui a sauvé Freud. Donc c'était un homme qui, d'un certain côté, avait des valeurs. Mais bien sûr. Incontestablement. Oui, mais Lénine avait des valeurs aussi. Non, pas les valeurs de Lénine. Non, mais là, vous parlez de valeurs non, Lénine, différentes. c'est autre chose. Oui. Bien sûr que c'est autre chose. Je ne confonds pas le marxisme et la Alors, qu'on ait psychanalyse. utilisé l'œuvre de Freud, que lui-même se soit laissé aller Oui. à certaines exagérations, incontestablement. Oui. Mais c'est surtout les épigones qui ont été... Non, on est tout à fait qui d'accord. ont utilisé la psychanalyse au nom de la libération sexuelle. Oui. D'abord, au nom de la libération. Non, mais ça d'accord. Bon. Oui, sur ce point-là, d'accord. C'est vrai que la libération sexuelle n'est pas chez Freud. Et en particulier, d'ailleurs, je me demande... c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Là, je verse de l'eau à votre moulin. C'est-à-dire que je me demande si on pourra continuer à éditer les œuvres de Freud, car il vient de sortir une loi qui réprime l'homophobie. Oui. Or, les textes de Freud sont remplis de propos homophobes. Je suis moi-même dans le collimateur. Ah bon? Puisque je dois rééditer mon livre au mois de Mais février, vous devez être fier de l'être. Sur l'homosexualité, je me pose la question si je pourrais le rééditer. Eh bien, avec la loi actuelle, on peut se poser la question, alors Freud sera peut-être protégé parce qu'il s'appelait Freud, mais est-ce que le professeur Coras aura droit à la même immunité? Déjà, on nous a expliqué que, on allait laisser publier la Bible, bien que le Lévitique condamne l'homosexualité, mais comme c'était la Bible, on n'oserait pas l'interdire. Oui, mais comme ils ont fait une nouvelle Bible, une traduction tout à fait discutable, on peut toujours... oui, d'accord, mais alors, est-ce qu'on va permettre la réédition des anciennes traductions? Alors, mais Freud, c'est vrai qu'il a dit qu'il arrêtait toute relation sexuelle à 40 ans. Alors, c'est vrai que... Oui, l'heure tourne, et donc en fait, la troisième partie sera une conclusion d'1 minute. Un homme de droite, si vous vous considérez comme tel, peut-il accepter la psychanalyse? Alors je donne la parole dans l'ordre... je commencerai par le docteur Jung, Siglin Jung. Un homme de droite peut-il accepter la psychanalyse? Un homme, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un... Au sens de homo et pas au sens de vir. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de droite? Enfin, je veux dire, moi je me définis plus comme un être humain que comme un homme de droite, ou comme ceci ou comme cela. Un homme qui n'aime pas la gauche, qui n'aime pas les idées de gauche. Oui, mais c'est quoi encore tout ça, la droite, la gauche, vous savez. Bon. Alors c'est une autre émission. Pour moi, c'est pas clair. C'est l'utopie égalitaire qui est l'expression... la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, voilà la définition. Vous savez, Staline avait interdit la psychanalyse. Oui, parce qu'elle était incompatible avec le marxisme. Bon, donc... Alors, qu'est-ce que c'est homme de gauche, homme de droite? Alors, si la gauche la récuse et la droite la récuse, si tout le monde la récuse, on va rester dans le cabinet et travailler sérieusement. Staline avait interdit le trotskisme. Est-ce qu'il faut être trotskiste parce qu'on n'est pas stalinien? Professeur Coras, à vous, est-ce qu'un homme de droite peut accepter la psychanalyse? Moi, je suis très à l'aise pour vous répondre, parce que j'ai été homme de droite depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai découvert Maurras. Ensuite, j'ai cru à la psychanalyse. Je l'ai abandonné, non pas parce que j'étais de droite. Je n'ai pas très bien compris, d'ailleurs, si j'étais inconciliable avec mes conceptions politiques. Mais j'ai quitté la psychanalyse au nom de la vérité.
de vérités que j'ai découvertes. Mais comme scientifique, pas comme scientifique. Pas pour des raisons politiques. Et ensuite, je vous dirais d'ailleurs que je ne vois pas très bien où est le problème. Je pense qu'on peut être un homme de droite. D'ailleurs, vous-même, vous avez cherché des gens de droite psychanalystes, vous en avez trouvé. J'en ai trouvé. Mais la question est de savoir... Non, mais est-ce qu'il y a une contradiction dans les termes? Je ne pense pas qu'il y ait une contradiction dans les termes, surtout quand on n'épouse pas totalement les conceptions personnelles de Freud et qu'on détache de la psychanalyse les idées de Freud. Non mais attendez, alors moi je relance le débat pour 2 minutes, mais moi si je vous dis la psychanalyse ramenée à l'essentiel, c'est la réduction de tout à la sexualité, qualifiée de libido, peu importe. Et si, par cette réduction, vous salissez toutes les valeurs, un homme de droite qui défend les valeurs ne peut pas être accepté la psychanalyse. Mais quelles valeurs? Madame Jung est toutes les valeurs, sans exception. Madame Jung n'épouse pas la conception de la religion selon Freud. Je ne pas que c'était un matérialiste, Freud. Et moi je la taxe d'ambivalence. Mais j'ai droit à être ambivalente. Je suis comme tout le monde, je suis comme vous, on est tous ambivalents. Ah non, moi je suis pas tellement ambivalent. On est très ambivalents sur des tas de choses, vous le savez bien. L'amour et la haine sont tellement proches. Oh là là. Professeur Coraz, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous avons rencontré une psychanalyste qui a une pensée assez marginale par rapport à la psychanalyse. Je crois que dans une certaine mesure, elle n'est pas représentative. On ne peut que s'en féliciter. Pour elle ou pour la psychanalyse? Pour nous tous. Je ne sais pas pourquoi vous me marginalisez. Pour tous. Je ne sais pas pourquoi vous me marginalisez, parce que je ne pense pas être la seule à travailler comme je travaille, et je ne pense pas être la seule à tenir les propos que je tiens. Madame, compte tenu... non, ce que je peux dire seulement, c'est en réalité, la pensée de Freud, et ce sur quoi moi je m'opposerais probablement à lui, c'est que c'est une pensée philosophiquement matérialiste. Donc pour lui, au commencement est l'action, au commencement est la matière. Donc là, on peut discuter là-dessus. Mais discuter en disant que sexualité et libido c'est la même chose, là franchement on parle pas le même langage, on peut pas se comprendre. Voilà, donc là, mais vraiment, alors là, un mot d'une seconde parce que l'heure tourne. Oui, professeur Coraz. On peut très bien ne pas épouser les conceptions religieuses de madame et être matérialiste et pas pour autant se trouver en difficulté en tant qu'homme de droite. Ouais. Écoutez, moi je pense que matérialiste ou pas, si on adhère à la psychanalyse, vraiment, on adhère à une forme de subversion et que par conséquent, on est en contradiction avec soi-même. Cela dit, je n'ai pas convaincu le docteur Jung et j'en suis désolé. Mais ça sera... Vous vouliez qu'on se batte avec le professeur Coraz, eh bien c'est raté. Non, je voulais une disputation et pas une bataille. Et maintenant, le mot de la fin, le vrai mot de la fin, pour Marie-Françoise Béal qui va nous donner quelques annonces. Vous savez, c'est comme à la fin des messes, on donne les annonces de la semaine. Alors, les annonces sont les suivantes. Le prix Lysenko sera décerné le mercredi 23 mars 2005, de 19h à 21h à Paris. La date est à confirmer néanmoins. Le lauréat n'est pas encore officiellement proclamé. Voilà. Le prix Renaissance 2005, décerné à Émeric Choprade et remis par François-Georges Dreyfus, le sera donc le 2 février 2005 à 19h30 dans les salons de l'Aéroclub de France, 6 rue Galilée, 75 016 Paris. Nous pouvons rappeler les 3 sites web. Vous les rappelez d'autant plus que vous ne les avez pas dit. Oui, mais on les rappelle à chaque émission. Il faut. Donc, l'avenir, c'est les auditeurs Internet. peuvent faire part de leurs observations au Club de l'Horloge, soit en écrivant au Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, 75 008 Paris, au téléphone du Club de l'Horloge 01 42 94 14 14, 01 42 94 14 14, ou par courriel, en un seul mot, club de l'horloge, @clubdel'horloge.fr. Donc tous les mots sont attachés et il n'y a pas d'apostrophe. Les auditeurs peuvent retrouver les analyses d'Henri Lesquin sur Internet sur 3 sites, www.clubdel'horloge.fr, toujours en un seul mot, Club de l'Horloge, Voix des Français, www.vdfr95.com, l'Union pour le renouveau de Versailles, l'URV, donc sur le site www.urv.fr. Eh bien, chers auditeurs, merci Marie-Françoise, merci cher professeur Coraz, merci docteur Siglin Jung. Merci et donc à vous, Henri. le prochain Libre Journal des idées politiques aura lieu
Alors, je trouve que nous sommes vraiment dans la continuité. Il aura lieu le jeudi 21 janvier. Alors, en plus, c'est le jour de l'anniversaire de la mort pour un maurassien, le jour de la mort de Louis XVI. Le jeudi 21 janvier 2005, sur le thème « La morale est-elle une question politique ?» La morale est-elle une question politique. Au revoir, chers auditeurs.